Est-ce que vous avez l'impression de faire un bullshit job? C'est quoi ça, un bullshit job? Bullshit job. Alors déjà, faudrait m'expliquer ce que c'est ce mot parce que je ne le connais pas. C'est quoi? En France, près d'un Français sur 3 a le sentiment d'occuper un bullshit job, un travail donc inutile. Where even the person doing the job secretly believes the job really shouldn't exist. But a part of the conditions of employment is that you have to pretend that it does. Alors moi je suis élagueur, j'entretiens les arbres. Mon travail a un réel sens pour la société. Je suis commercial. Par rapport à la société, Je suis directrice générale pour un établissement culturel. La culture, ouais, c'est utile tous les jours à la société, on en a besoin. Moi, je travaille en marketing. Pour certains, ça peut être du bullshit, pour d'autres, non. Je suis consultante. En fait, je pense pas que ce soit du bullshit, mais je pense pas que ce soit très utile. Et je m'en vais d'ailleurs. Et quand on sait quand même le temps qu'on passe dans une vie à travailler, rendez-vous compte, c'est absolument colossal. Et c'est même assez, il faut le dire, perturbant. Ah, there we go. All right, yeah. Lui, c'est David Graeber, un anthropologue américain, et c'est à lui que l'on doit ce concept de bullshit job. But at the same time, you're secretly haunted by the knowledge that you're not actually doing anything. That if your job didn't exist at all, the world either would change in no way, or even might become a slightly better place. Ok, donc là, ce qu'il nous dit, en gros, c'est qu'un bullshit job, ça n'apporte rien au monde. Et quand on lit d'ailleurs les premières pages de ce livre, on se rend compte assez rapidement qu'il s'agit le plus souvent d'emplois qui ont pourtant pas mal de prestige en fait. Des emplois que pas mal de personnes aimeraient finir par atteindre, qui sont notamment très bien rémunérés. I was never in this for the money, but it turns out that the money was an absolute necessity for me. Alors selon l'auteur, il y a des facteurs assez communs qu'on retrouve dans ces bullshit jobs et dans les entreprises qui en ont développé, notamment la multiplication des réunions inutiles, de la paperasse de façon très présente, ou encore des validations hiérarchiques à plusieurs niveaux donc, et parfois pour des choses assez inutiles, bref, des choses qui s'accumulent et qui prennent beaucoup de temps. Et justement, pour mieux illustrer son propos, il distingue aujourd'hui 5 catégories de jobs à la con. Et attention, spoiler, il est assez dur et direct, tout ça de toute façon fait débat, on en parle juste après. Alors la première catégorie de bullshit jobs que l'on retrouve, ce sont les larbins. En gros, les larbins sont là pour permettre à quelqu'un d'autre de paraître ou de se sentir important. David Graeber donne l'exemple d'un ou d'une réceptionniste dans une entreprise. Son rôle principal est de dire bonjour à tous ceux qui passent, d'éventuellement rediriger les personnes vers les bons rendez-vous, de s'assurer que la corbeille de bonbons est pleine et de répondre aux appels, bien qu'il y ait dans certains cas en moyenne 2 appels par jour. Un intérêt donc d'un point de vue strictement fonctionnel qui serait relativement limité. Par contre, l'intérêt en termes d'image est important pour ses supérieurs hiérarchiques. La deuxième catégorie, c'est les porte-flingues. C'est des employés qui exercent un métier qui comporte quelque chose d'agressif ou de manipulateur, qui serait en fait dépourvu de valeurs sociales positives. David Graeber donne ici l'exemple des télévendeurs qui vont donc être là pour tenter de vendre des choses dont les gens n'ont ni forcément besoin ni envie. Et en gros, pour lui, la réflexion est assez simple. Si ces métiers venaient à disparaître, eh bien ça ne changerait pas grand-chose pour la société en soi. La troisième catégorie que l'on retrouve, ce sont désormais les rafistoleurs. Ici, l'auteur parle des employés qui passent leur temps à régler des problèmes qui, en théorie, ne devraient pas exister. Ils vont par exemple rattraper les bourdes de leurs supérieurs, ils vont combler un manque d'organisation, ou alors exercer des tâches qui pourraient être automatisées par un logiciel. On en vient tout de suite à la quatrième catégorie et on va parler maintenant des cocheurs de cases. Il s'agit en fait de salariés qui permettraient à une organisation de prétendre faire quelque chose alors qu'en réalité elle n'en fait pas. Dans son livre, David Graeber donne l'exemple d'une femme embauchée pour organiser les activités de détente dans une maison de repos. Elle explique dans son témoignage qu'elle devait demander aux résidents leurs préférences en termes d'activité, entrer ensuite ces données dans un ordinateur pour ensuite, n'en rien faire du tout. Une façon donc de donner l'impression qu'il y avait une forme d'analyse qui était faite. Enfin, la cinquième et dernière catégorie qu'on peut noter, c'est la question des petits chefs. Ce seraient ceux qui délèguent des tâches pour le plaisir en fait d'avoir des personnes sous eux et se retrouvent finalement avec pas grand chose ou moins de choses à faire eux-mêmes. Selon David Graeber, les petits chefs peuvent être considérés comme le reflet inversé des larbins que j'évoquais au début, dans le sens où ils sont tout aussi superflus potentiellement au sein d'une entreprise, mais au lieu d'être les subordonnés, ils sont en fait les supérieurs.
Bon, et là, je me permets de faire une petite pause. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez entre 17 et 30 ans, que vous soyez en études ou à l'entrée dans la vie active et professionnelle. Et j'imagine que la perspective de ces bullshit jobs ne vous emballe pas forcément. Avec mon équipe, on sait bien que notre génération est confrontée à des difficultés croissantes par rapport aux études, par rapport au travail, face aussi à des difficultés financières, administratives, ou alors pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors aujourd'hui, et c'est peut-être l'une des annonces les plus importantes depuis que je suis sur les réseaux sociaux, eh bien, je lance un nouveau média. Ce média, c'est Élan. Et c'est tout simplement votre compagnon, justement, pour répondre à toutes ces questions importantes et pour entrer sereinement dans la vie active. C'est produit et réalisé par des journalistes de l'équipe de Hugo Décrypte pour vous accompagner au quotidien face à toutes ces questions. Alors, vous pouvez déjà vous abonner à tous les comptes. Ça se passe principalement sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube ou dans l'immédiat, on poste surtout des shorts et aussi sur LinkedIn. Je vous mets les liens en description et maintenant, retour donc aux différents types de bullshit jobs. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Il y a un point commun quand même à toutes ces catégories, c'est que à chaque fois, il s'agit de ce que l'on peut qualifier d'employés de bureau. C'est donc des employés, surtout des cadres ou autres professions supérieures, que l'on retrouve donc dans des bureaux, à l'inverse des employés qui peuvent exécuter des tâches manuelles ou alors par exemple des ouvriers. Et ça, c'est d'ailleurs une chose super intéressante que David Graeber explique. Il ne faut surtout pas confondre les jobs à la con, donc les bullshit jobs, et les jobs de merde comme il les qualifie. En effet, contrairement aux jobs à la con, donc aux bullshit jobs, les jobs qui sont souvent qualifiés comme jobs de merde sont en fait bénéfiques et utiles pour la société. David Graeber prend par exemple ici la question des emplois de nettoyage, des emplois qui ne sont en rien dégradants en soi, puisque par nature, c'est des choses qui sont essentielles, indispensables et dont le résultat plaît à tout le monde. Mais de fait, c'est perçu comme des jobs de merde, car les employés sont souvent payés une misère, doivent souvent porter un uniforme peu attrayant et manipuler d'ailleurs dans certains cas des produits chimiques et dangereux. Et là, on aurait aussi pu prendre le cas des infirmières, des professionnels de la petite enfance ou encore beaucoup de métiers en fait du social en général. Ici, David Graeber souligne que les jobs ayant une mauvaise image sont des boulots de col bleu, c'est-à-dire des jobs avec des travailleurs réalisant des tâches manuelles, à l'inverse des bullshit jobs qui sont donc des boulots de col blanc, donc des travailleurs de bureau essentiellement, le col blanc donc désignant tout simplement une chemise. Mais ce qui peut paraître assez fou, c'est que malgré tous ces éléments, on continue à créer de plus en plus de jobs bullshit. Mais alors, pourquoi est-ce que notre société crée des emplois qui, pour certains, ne servent absolument à rien? Bon, pour répondre à cette question qui est relativement large, on va pas se mentir, il faut déjà remonter aux origines des bullshit jobs, car il faut quand même rappeler qu'il fut un temps, le travail de bureau était quelque chose qui était quand même beaucoup plus rare. Les bullshit jobs sont en fait essentiellement des jobs qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. Et pour remettre un peu de contexte, en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les politiques économiques des gouvernements des pays développés avaient un mot d'ordre, une recherche absolue. C'était la recherche du plein emploi. Et là d'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour préciser quelque chose. Ce phénomène des bullshit jobs, en réalité aujourd'hui, ça concerne surtout les pays les plus développés, les pays notamment où il y a le plus de grandes entreprises. Et c'est ainsi donc que dans les années 60, on a commencé à voir se développer le secteur tertiaire de l'économie, donc ce secteur généralement des services, par opposition donc aux deux grands autres secteurs que sont l'agriculture ou encore l'industrie. Bref, le secteur tertiaire a commencé à prendre de plus en plus de place et donc dans cette catégorie de secteurs, on retrouve de tout. On retrouve des métiers comme analystes, administrateurs, consultants et toute forme en fait de travail immatériel. On peut parler ici de marketing, de communication, de divertissement ou encore de finance. Et là, ce qu'estime David Graeber, c'est que tous ces métiers ont un point commun. Pour la plupart, ça ne changerait quasiment rien à la face du monde s'ils disparaissaient. Bon, évidemment, là, c'est discutable et radical et on voit des nuances après, mais c'est la façon dont il le perçoit. Ce qui va se passer donc, c'est qu'à mesure que des emplois d'ouvriers vont être supprimés, y compris parfois pour des raisons économiques, eh bien, on va créer des couches supplémentaires de personnel hiérarchique et administratif dans le secteur tertiaire, des métiers qui, pour certains, ne vont pas servir
à grand chose. Bon, mais rentrons directement dans le cœur du sujet. Pour expliquer la prolifération de ces bullshit jobs, David Graeber explique aussi qu'il faut regarder du côté du capitalisme. A private firm would never hire someone and put out good money to someone who they don't actually need. But in fact, if you talk to people who work for large corporations, they do it all the time. En effet, pour lui, après la Seconde Guerre mondiale, on est arrivé dans une période où l'idée de faire des profits, faire donc de plus en plus d'argent, est devenue ce qui dictait les entreprises, en tout cas pour la très grande majorité. Mais le truc, c'est que tous les gains obtenus étaient surtout partagés par des métiers entre guillemets supérieurs, qu'il s'agisse de nouvelles primes, d'augmentation de salaire, d'obtenir de l'argent suite à la performance de l'entreprise, et bien tout ça finalement avantageait bien plus les personnes qui avaient des jobs haut placés. Résultat, je vous la fais courte et j'en suis conscient, ça peut paraître assez simple dit comme ça, mais donc plus personne ne voulait avoir les emplois les plus bas dans l'entreprise. On a donc continué à développer encore plus de postes de managers dans les entreprises. Bon, mais on touche là à un autre point absolument essentiel, l'idée que, avec notamment le développement des technologies, et encore, on ne parle même pas des sujets d'intelligence artificielle aujourd'hui, et bien tout cela pourrait plutôt inciter à travailler moins. David Graeber, par exemple, évoque l'idée de travailler seulement 15 ou 20 heures par semaine pour faire en sorte d'avoir du travail pour tout le monde et éviter donc une certaine concentration dans certains métiers qui, en plus, donc, dans certains cas, ne seraient pas forcément utiles. Bon, ici, Graeber reprend surtout les travaux de l'économiste John Maynard Keynes. Keynes prédisait qu'une semaine de 15 heures de travail suffirait amplement d'ici 2030 pour satisfaire ses besoins. Vous l'aurez compris, à l'échelle en tout cas des pays développés, globalement ce n'est pas tout à fait une voie qui a été prise ces dernières années, même si on entend quand même de plus en plus parler de semaines de 32 heures ou alors de semaines de 4 jours. Mais globalement, pour la plupart des gouvernements successifs, que ce soit en France ou alors dans l'Union européenne, ce qu'on a surtout aujourd'hui, c'est des recherches de plein emploi à tout prix, même si les partisans de la réduction du temps de travail répondent à cela qu'une semaine plus courte imposerait de mieux répartir le travail entre chacun et donc aiderait à atteindre le plein emploi. Et des recherches de compétitivité, donc l'idée de ne pas travailler forcément moins par crainte donc d'être moins compétitif par rapport à d'autres pays et donc finalement qu'on perde des emplois. Et cela donc, notamment selon cet auteur, se fait au détriment d'une réflexion plus large sur la place du travail et la façon entre guillemets de travailler intelligemment. Il y a donc des réflexions ici économiques, vous l'avez compris, mais il y a aussi des réflexions d'ordre quasiment philosophique ou éthique, l'idée notamment d'une pensée commune et d'un sacrifice commun dans le travail. Voilà pourquoi, même si les bullshit jobs continuent de se multiplier, il ne faudrait surtout rien dire car tout travail, quel qu'il soit, est bien mieux que de ne pas avoir de travail du tout. Mais pour Graeber, en revanche, eh bien, ces bullshit jobs ne sont pas sans conséquences pour les travailleurs. Là-dessus, c'est intéressant de voir qu'après la sortie de son livre en 2018, il y a eu un écho extrêmement important, surtout quand même aux États-Unis au départ. L'auteur ne pouvait pas imaginer que sa critique du système dans lequel on est allait participer à une forme de prise de conscience. Oui, au premier abord, l'idée de faire un travail où finalement, eh bien, il y a peu de missions très importantes ou quoi, ça peut paraître être un métier assez reposant. Mais finalement, ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont un bullshit job payent en fait un prix moral et psychologique qui parfois peut être très élevé. Nombreuses sont les personnes à tomber en dépression ou en brown-out. Alors brown-out, c'est un terme qui a été démocratisé par le docteur François Baumann, auteur du livre Le Brown-out quand le travail n'a plus aucun sens, un livre paru en 2018. Et de quoi parle-t-on ici en fait? C'est le fait de ne plus donner de sens à ses tâches et de finir par ne plus avoir d'énergie pour les exécuter. Or, évidemment, prendre le risque d'assumer que son travail ne sert à rien, c'est un risque d'un point de vue social par rapport à son entourage, mais c'est un risque aussi évidemment d'un point de vue économique, par crainte donc de ne pas retrouver un emploi derrière. On se retrouve ainsi dans un système qui a une certaine perversité, avec d'un côté des personnes qui cherchent un emploi, qui veulent travailler mais qui n'en trouvent pas, au milieu des personnes qui ont un emploi qui est très utile pour plein de raisons au sein de la société, mais qui est très peu valorisé, à tout point de vue d'ailleurs, y compris en termes de salaire, et enfin des métiers qui sont valorisés
valorisés socialement, qui peuvent être bien payés, mais qui pour certains ne remplissent aucun rôle réel, ce qui amène donc forcément à une forme de décalage. Alors à qui profite cette situation? C'est dur de dire, mais vous commencez à avoir peut-être un chemin qui se trace. Selon l'auteur, c'est une forme d'équilibre qui est maintenue ici, un équilibre entre le besoin de distinction sociale des personnes les plus riches, le besoin ensuite pour les managers d'avoir des subalternes et la nécessité, y compris politique, de maintenir au travail la majeure partie de la population sans forcément donc questionner la nature du travail ou de sa répartition avec notamment les évolutions technologiques. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au-delà des revendications économiques et de conditions de travail qui sont évidentes, il y a aussi donc des questions de sens sur l'utilité de son travail et sur le sens plus largement et l'impact que l'on a avec son travail. Alors, va-t-on vers la fin des bullshit jobs? Rien n'est moins sûr aujourd'hui, ce sera intéressant d'en reparler peut-être dans quelques années pour voir ce qu'il en est. Je me dois quand même de signaler qu'il y a des limites aux théories qui sont avancées justement par David Graeber, des limites qui sont quand même importantes, même si son livre et les témoignages sont très intéressants. D'autres spécialistes, qu'ils soient économistes ou encore chercheurs, remettent en cause certains aspects de ces théories. Déjà en 2021, le magazine britannique The Economist a par exemple relayé l'étude de 3 universitaires qui certes reconnaissent la thèse de David Graeber sur les bullshit jobs qui se tient et qui apporte beaucoup de choses, mais qu'elle concernerait finalement pas tant de personnes que ça. En effet, pour David Graeber, les bullshit jobs représenteraient entre 30 et 60% des métiers dans le monde. C'est donc un chiffre qui est très important. Or, eh bien, les 3 chercheurs expliquent que selon en fait la manière de formuler la question de l'utilité d'un travail, eh bien, ça peut fausser pas mal la réponse. En gros, si je vous posais la question « Est-ce que votre job est utile ?», il y a de fortes chances que vous me répondiez que non, il ne change pas le monde. Et en même temps, le mien non plus, je pense pas que je change le monde. C'est le cas, je pense, pour beaucoup de gens. Et donc justement en fait, si on formule la question différemment d'un point de vue en tout cas de sondage, on voit que les réponses sont différentes et qu'il peut y avoir un taux de réponse positif à l'idée d'un bullshit jobs qui est beaucoup plus faible. En tout cas là-dessus, je vous mets le lien de l'étude en description si vous voulez en savoir plus. Et c'est intéressant de voir évidemment des éléments de nuance à tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour découvrir d'autres vidéos d'analyse qu'on fait au quotidien. Et je vous dis à très vite.